Salut Kylian. Salut Antonin. Bienvenue dans le canap. Et bah c'est un plaisir d'être dans ce canap. Aujourd'hui on va parler de toi, de tes projets, de ta chaîne YouTube, de tout ton périple entre guillemets de vie en règle générale, notamment tout ce que tu as vécu en Angleterre. On va essayer de discuter de tout ça, de rentrer dans le vif du sujet, donc on va commencer direct. Nous on se connaît comme toutes les personnes que je reçois dans le canap, mais est-ce que tu pourrais refaire une brève présentation de toi, de ton projet, on va dire de tout ton cursus, que ce soit personnel et professionnel, qu'est-ce que tu as fait comme études, etc. Kylian Constanzo, j'ai 21 ans, ça fait 6 ans que je fais du BMX, je travaille à la réception d'un hôtel et en plus de ça je fais des vidéos sur YouTube, donc sur CSTZ BMX, et en plus je suis actuellement en train de voir pour mettre en place ma marque de vêtements. À la base moi j'étais dans la vente, j'étais en CAP vente et à la base je voulais faire mécanicien vélo, et c'est en partant 2 ans en Angleterre où j'ai travaillé dans un hôtel où là je me suis dit faudrait que je travaille à la réception d'un hôtel en temps partiel pour que je puisse avoir le temps de mettre en place tous mes projets, que ce soit dans la vidéo, que ce soit sur la marque de vêtements, voilà, tout ça. Mettre tout ça en place. C'était par défaut la vente ou... La vente c'était parce qu'à la base je voulais travailler dans la mécanique vélo et il n'y avait pas forcément de formation. Il y avait des formations spécifiques mais il fallait passer par un CAP vente par exemple. Et ensuite je faisais des apprentissages, j'ai fait un apprentissage dans un magasin de vélo, donc à Intersport tout simplement. Et après j'ai fait une formation au CNPC à Grenoble où là c'était niveau bac. Et là c'était vraiment spécialisé mécanique vélo. D'accord. Donc tu as commencé à Grenoble. Donc j'ai commencé vraiment à Grenoble, ouais. Tu viens de Grenoble toi de base? Moi de base je suis de Valence. Alors moi j'ai vécu 14 ans sur Valence et ensuite j'ai déménagé dans le jeu. Ok, voilà. D'accord, ça marche. Donc t'es entre guillemets parqueux. Ouais. C'est quoi qui t'a donné, c'est quoi qui t'a orienté vers ce style de riding plus qu'un autre? Le parc, en fait à la base moi je faisais du VTT dirt si tu veux. Et en fait j'avais un bon pote à moi, Nico, s'il voit une de ses vidéos, surtout à lui. C'est lui qui faisait du parc, en fait qu'on se connaissait. Tout simplement cette personne, en fait là où j'habitais c'est dans un hameau. Et mes voisins étaient très potes avec d'autres personnes qu'ils avaient rencontrées dans un camping, enfin bon bref. Et donc dans les potes avec qui étaient, enfin du moins dans leurs amis, et ben leur fils faisait du BMX et c'était comme ça que moi je l'ai connu, et il faisait du parc. Et quand j'ai vu son riding et tout, ça m'a vraiment plu quand j'avais essayé son vélo. C'est comme ça où petit à petit je me suis amené au BMX. Mais il faut savoir qu'avant j'avais fait du VTT dirt, je faisais de la descente, et puis il y a très longtemps j'ai fait de la race. J'avais déjà mis un pas dans le BMX, j'avais arrêté, et ensuite vraiment à 14 ans j'avais vraiment repris, c'était grâce à cette personne là où je m'avais vraiment mis dedans. Puis après il y avait les locaux qui roulaient en parc, et puis c'est comme ça que moi je me suis inspiré d'eux. À quel âge tu as commencé le vélo du coup? À 14 ans j'ai vraiment commencé le BMX. La race t'as commencé à 14 ans? Et la race c'était à l'âge de 7-8 ans. Ok, oui, donc ça fait quand même plusieurs années que t'es en relation avec le BMX. Avec le BMX, Et DH du coup combien de temps? DH c'était juste pour le fun et j'ai dû en faire 2-3 ans. Honnêtement je sais pas, c'était vraiment, on avait une carrière près de chez nous, dans l'AGT il y avait vraiment une carrière que je pouvais faire de la descente avec mes potes, donc ça c'était cool, donc du coup ça me plaisait vachement. D'accord. Mais sur ADH justement j'aimais bien faire des sauts, et puis c'est comme ça petit à petit, on allait dans les skateparks et c'est là où petit à petit j'ai commencé à me familiariser avec le BMX. D'accord. Ok. En parlant de BMX et de là où tu as commencé, du coup maintenant tu habites à Bourg-en-Brest? Ouais, tout à fait. Ça se dit comme ça? Ça dit Bourg-en-Brest. Bourg-en-Brest, pardon. Tu es par la moitié de la communauté. Non bah excuse-moi. Bourg-en-Brest, du coup, c'est comment le BMX là-bas? C'est mal, c'est vraiment très mal le BMX là-bas. On est très peu à rouler, malheureusement on doit être 5 motivés à rouler, et encore on roule pas tous les jours. On a un bol qui est pas mal pour le BMX, mais le gros problème de ce bol là c'est qu'il est vers les lycées. Donc quand tu vas en semaine, t'as tous les lycéens qui se regroupent là-bas parce que t'as un snack, donc du coup ils mangent le snack et ils se posent au bol. Donc du coup en semaine le bol est toujours sale, il n'y a personne qui respecte, il y en a des fois ils se mettent vers les porteurs là où on fait des airs, et du coup on peut pas rouler, c'est vraiment le gros bazar. Il y a un gros manque d'entretien. Après, on arrive quand même à passer au-dessus, à faire des sessions. On a quand même quelqu'un qui est là tout le temps, qui engueule s'il y a des gens qui foutent le bordel, qui est là pour leur dire. S'il y a des gens qui mettent des saletés, tu vois, il y en a qui sont là pour leur dire. Mais voilà, en BMX, c'est là que c'est calme, vraiment, on est 5. On doit être 5 à tout ça. Aux alentours, il n'y a pas d'autres gros skateparks. Après, aux alentours, on a Lyon. On a Lyon où là il y a tous les streeteux chez Pro Bike Store, on a vraiment, là il y a vraiment beaucoup de riders en BMX sur Lyon. Mais sur Bourg-en-Bresse même, on n'est pas beaucoup. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de pratiquants de sport de glisse en règle générale? En règle générale oui, on a beaucoup de skateurs. Ouais. Beaucoup de skateurs, trottinettes, on a quasiment plus de trottinettes.
Ah ouais? À Bourg-en-Bresse, on a quasiment, on doit avoir une ou deux trottinettes qui viennent de temps en temps. On a beaucoup de skateurs, mais c'est plus, voilà, tu vois, skateurs pour la mode. Ouais, les skateurs qui roulent vraiment bien, on en a pas beaucoup. Et ouais, puis BMX pareil. D'accord. Est-ce que tu peux nous refaire rapidement un récapitulatif de tout ton périple en Angleterre? Déjà, pourquoi tu es parti? Bah, à la base, moi je suis parti en Angleterre pour les skateparks. Parce que justement, là où j'habitais, alors avant j'habitais à Lons-le-Saunier. Donc avant j'habitais tout simplement chez mes parents. Je faisais mes études et c'était à Lons-le-Saunier, le parc était pourri. Et je voyais beaucoup de vidéos de riders dans des gros skateparks. Et je me suis dit, faut que je bouge, j'en ai marre de rester ici à rien faire, j'ai vraiment envie de bouger, de progresser. Et donc c'est comme ça que j'ai pris la décision d'aller en Angleterre. Donc à la base, moi je voulais aller au Canada, à Montréal. Et c'est quand j'ai vu voilà, qu'un visa c'était plus de 2000 €, sachant que c'était pour 1 an et après 1 an ils pouvaient te dire bah, tu rentres chez toi, on ne veut plus. Voilà, c'était assez compliqué. Du coup je me suis dit mais pourquoi pas commencer avec l'Angleterre, c'est proche, les skateparks sont tout aussi fous. Et puis en plus de ça je vais apprendre l'anglais. Et au final l'Angleterre ça a été une expérience qui était juste folle parce que je travaillais dans un hôtel, on travaillait à la plonge, t'es obligé puisque quand tu parles pas forcément la langue, bah, t'es obligé d'avoir des boulots un peu pourris. Mais en contrepartie, bah, déjà j'étais avec des gens qui venaient de tous les coins d'Europe. C'est-à-dire que l'hôtel nous logeait dans des maisons, on avait chacun nos chambres et on était avec des gens, on était en colocation avec tous des gens des coins de l'Europe en fait. Donc ça déjà juste ce contact humain était fou. Et puis bah ouais les sessions et tout, dans les skateparks, j'ai dû faire tout le nord de l'Angleterre à rouler. C'était vraiment fou. Et puis pour moi l'Angleterre c'est vraiment un pays, si je peux y retourner, mais vraiment si je peux y retourner et vivre, mais voilà, évidemment ce serait vraiment un truc. Et donc du coup t'es resté là-bas? Je suis resté là-bas 2 ans. Okay. J'ai fait 2 ans là-bas. Maintenant on va rentrer dans entre guillemets le vif du sujet, qui est ta chaîne YouTube. Donc avant de parler de ça, à quel moment tu t'es dit je me lance et je vais faire du contenu sur YouTube quoi? C'était à quel moment exactement je me suis dit ça? C'était il y a 2 ans. Non même plus, c'était il y a 3 ans. Ouais. Et en fait c'était à force de voir, bah, comme j'en avais parlé dans le YouTube, c'était à force de regarder des making-of, de voir les gens produire des vidéos. Faut savoir que avant que je me lance, pendant quelques mois je faisais des vidéos que je gardais pour moi, que je n'osais pas publier. C'est vrai que j'avais vraiment du mal à me lancer, surtout que là où j'étais avant, bah, on jugeait beaucoup, tu sais, puis moi j'apportais beaucoup d'importance sur les gens et comment ils me jugent et tout. Maintenant je m'en fous totalement, mais avant c'est vrai que voilà, heureusement le fait de faire des vidéos ça m'a vraiment fait changer un peu tout ça. Ouais. Mais avant j'étais vraiment les gens ils vont penser ça de moi, nanana. Donc du coup j'avais vraiment mis du temps à me dire vas-y je me lance et je le fais quoi, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne où j'avais dit je me lance sur YouTube pour mettre tout au clair. Mais après sinon moi dans la vidéo ça fait très longtemps. D'ailleurs même quand j'étais gamin, pour l'anecdote avec les Playmobil, je faisais des petits timelapses, des petites animations avec les Playmobil. Et du stop motion. Des stop motion voilà. Donc c'est vrai que j'ai toujours aimé faire je pense que la vidéo c'est vraiment le truc que j'ai aimé faire depuis tout petit. Okay. C'est vraiment depuis tout petit je me suis filmé des trucs, tu vois, je faisais du stop motion avec les Playmobil. Après je commençais, quand j'ai commencé le BMX, je filmais plein d'édits en BMX, je filmais plein de vidéos. D'ailleurs que j'ai pas gardé et ça c'est dommage, maintenant je regrette un peu de les avoir pas gardé. Mais et puis après voilà, c'est comme ça que petit à petit je suis venu à faire des webisodes parce que avant ça se faisait beaucoup, hein. Je regardais beaucoup d'ailleurs les anglais faire des webisodes et puis c'est comme ça que petit à petit moi je me suis dit mais faut vraiment que je le fasse, j'ai envie de le faire, tu vois. Ok. Et puis je l'ai fait. Ouais, il y a pas eu des moments où quand tu t'es lancé tu te dis en fait c'était pas une bonne idée? Ça te l'a fait ça ou pas? Non. Non, jamais. J'ai jamais douté pour le moment, j'ai toujours été content. Justement pour moi c'était vraiment un cap, tu vois, c'était vraiment le truc, faut vraiment que j'arrive à le faire, tu vois. Okay. Et donc quand je l'ai fait, j'étais content, donc au final je regrette pas de me lancer dessus. Je suis content de le faire tous les jours des vidéos, enfin tous les jours. Donc tu sors une vidéo toutes les semaines? Voilà. Le mercredi à 18h? C'est ça, tous les mercredis à 18h les gars. Okay. Là les caméras, vous voyez. Ça y est aux aguets. Est-ce que c'est pas Hello darkness my old friend. Compliqué quand même de trouver toutes les semaines quelque chose à faire? Si. Alors oui et non, c'est compliqué de trouver quelque chose à faire dans le monde du BMX et je sais que beaucoup me suivent dans le domaine du BMX. Donc moi en fait si tu veux j'essaie vraiment de diversifier. Donc c'est ce qui fait que justement c'est pas très dur parce que des fois je fais des vidéos. Là par exemple je suis en train de préparer une vidéo sur un jeu de BMX mais gaming. Donc ça demande pas le même temps et aussi les mêmes contraintes en fait. Si tu veux une vidéo de BMX par exemple gaming, j'ai juste à rester chez moi à filmer machin, ça prend du temps. Mais j'ai pas les contraintes de la météo et tout ça. Que quand je veux filmer, là avec l'hiver, je vais filmer de moins en moins de vidéos de BMX et là ça va devenir compliqué. Ce qui devient difficile c'est vraiment d'arriver à garder régulièrement des vidéos de BMX et pas de partir sur d'autres sujets. L'idée c'est de vraiment rester là où je suis vraiment, c'est le BMX. Ouais. Et tu sais, mais vu que ça devient de plus en plus dur, tu as vite tendance à faire autre chose pour combler. Voilà, pour combler. C'était aussi une forme de challenge pour toi de te dire faut que j'arrive à sortir quelque chose toutes les semaines? Ouais. Oui, carrément.
je voulais vraiment être régulier parce que je voulais produire régulièrement. Avant je faisais une vidéo par mois et j'étais tellement frustré parce que en fait j'en faisais 4, j'en faisais l'équivalent d'une vidéo par semaine. Donc je me retrouvais avec des vidéos que je pouvais publier pendant 4 mois. Mais c'est-à-dire que je faisais ça chaque mois, c'est-à-dire que j'avais des vidéos j'avais un an d'avance quasiment au bout d'un moment. Donc j'ai dit mais non, il faut tout ça que je sorte par semaine et puis j'ai gardé ce rythme. Et puis je pense honnêtement si ma chaîne grandit vraiment, je pense que je partirai à 2 vidéos par semaine. Vraiment pour le carrément. Ouais. Là je suis à 1 vidéo par semaine. Sauf qu'à 2 vidéos par semaine à un moment donné. Ouais, mais c'est vraiment si la chaîne commence vraiment à prendre un ampleur. C'est ton objectif, c'est vraiment de. L'idée serait d'arriver. De faire de YouTube ton gagne-pain. Ah non, j'aimerais vraiment pas que YouTube devienne. Parce que c'est tellement, comme on a pu le voir avec l'article 13, c'est tellement on sait pas ce qui peut nous arriver et je pense que ça me plairait pas forcément de vivre que de YouTube, tu vois, j'aimerais bien avoir quelque chose d'autre. Oui, mais à un moment donné, 2 vidéos par semaine, mais l'idée ce serait de développer en fait, si tu veux, l'idée serait vraiment de développer la chaîne et si vraiment j'arrive à développer cette chaîne, et ben je pense que je partirai sur 2 vidéos par semaine. Et pour le moment c'est pas du tout le sujet, hein. Pour le moment je fais 1 vidéo par semaine et je pense que je resterai. C'est bien aussi de voir mais c'est vrai que si j'arrive à développer cette chaîne, ben, je pense que je partirai sur 2. Ouais. C'est quoi ton organisation du coup par rapport à YouTube, genre une journée type Ça dépend, j'ai pas de journée type parce que justement vu que je travaille forcément, bien évidemment je gagne pas ma vie avec YouTube donc je travaille à côté. Ouais. Donc du coup j'ai plusieurs types d'horaires, soit je travaille le matin ou soit je travaille le soir. Donc en fonction de ces horaires là, moi je m'organise souvent, quand je travaille le soir, bah, c'est le tout le matin en fait. Déjà il y a toute la gestion, tout le contrôle des mails, machin, donc ça c'est basique. Et puis après ça dépend si j'ai des tournages je tourne, si j'ai des montages je monte. Mais en fait j'essaie vraiment de me faire un calendrier, tu sais, en fait je suis là-dessus je suis très organisé, c'est-à-dire j'ai mon calendrier, j'ai mes tâches à faire tous les jours et puis je les fais en fait, tu vois, c'est vraiment tac 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 tac. Donc j'ai vraiment mon programme, tu vois, des fois je peux filmer une vidéo et la monter que 2 semaines après parce qu'elle est sur le programme que 2 semaines après, tu vois. D'accord. C'est vraiment, j'essaie vraiment de m'organiser comme ça. Donc j'ai pas vraiment, c'est ça qui est bien, c'est que du coup j'ai pas vraiment de journée type en fait. Chaque journée je vais commencer différemment avec une chose de différente. Donc voilà, après ça dépend, des fois je peux tourner, par exemple une matinée je peux tourner et après peut-être que j'aurai pas le temps de le monter donc je le ferai le lendemain ou je le ferai dans une semaine en fonction de comment. Dans une de tes vidéos, à un moment donné tu t'expliques l'intérêt que tu vois aux collaborations avec d'autres personnes. Donc ce que tu on est en train de faire aujourd'hui. D'ailleurs c'est vraiment ça. Je voulais savoir si c'était important pour toi d'un côté d'avoir sa chaîne YouTube mais sans être pour autant isolé en fait. Enfin ne pas être tout seul. On est chacun fait son truc de son coin mais est-ce que ensemble on n'est pas plus fort quoi. Si carrément. C'est pour ça que justement je disais que les collaborations c'est super important. Bah tu vois comme là tu vois je suis à Caen, ça me fait bouger, ça me fait voir d'autres gens, ça me fait apprendre des choses tu vois. Donc c'est super enrichissant. Mais on s'isole vachement, et ça c'est vrai. Et c'est vrai que pendant un temps, quand je suis rentré d'Angleterre en janvier, et quand je suis venu quand j'ai commencé à vouloir m'installer, parce que j'ai eu beaucoup d'étapes, un coup je voulais m'installer sur Strasbourg, un coup je voulais m'installer là, donc j'ai eu vraiment beaucoup d'étapes. Et pendant toutes ces étapes-là, tout simplement je vivais chez ma mère. Donc là j'avais mon petit studio en bas, devant la maison. Et là c'était vraiment chaud parce que du coup je me suis dit je vais produire des vidéos, du coup je vais faire ce que j'aime le plus. Tu vois, je me suis dit je vais pouvoir me mettre à plein temps pendant une courte durée. Et j'étais vraiment isolé en fait. Je m'étais vraiment mis. Déjà j'étais très très froid parce qu'en fait quand j'étais en Angleterre, tu vois quand je travaillais un peu, le soir il y avait des gens qui venaient me voir, vas-y on se fait une soirée, du coup je le faisais, tu vois, j'allais avec eux. Et quand j'allais en session, j'avais déjà les riders avec qui je roulais, qui me filmaient ou qui m'aidaient machin. Donc quand j'allais à une session, j'allais pas forcément parler avec les autres, j'étais déjà avec les riders avec qui j'étais, tu vois. En plus c'était pas forcément évident parce que je parlais pas très bien anglais, donc les riders au début j'avais mis en place un contact. Et on parlait, enfin tu vois, voilà, donc du coup j'allais pas voir après les autres. Et ça c'est une habitude que j'ai gardée en rentrant en France au début. Et quand je suis allé rouler dans mon parc local, j'étais limite le connard en fait. Au début j'étais vraiment dans mon coin, je me dis il faut que j'apprenne tel trick, comme ça je pourrais le filmer, nanana. Et du coup il y avait des autres skateurs qui m'avaient pas vu depuis longtemps, des gens qui m'avaient pas vu depuis longtemps. J'étais même pas allé les voir, je leur parlais à peine, j'étais super froid tu vois. Et donc du coup pendant ces 4 mois, j'étais vraiment seul quoi, j'étais vraiment. Ouais, t'étais trop focalisé sur l'idée de devoir filmer des trucs. De devoir filmer, de me concentrer sur mes projets, qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Avant, je voulais mettre en place une marque de vêtements, mais c'était flou, donc j'avais plein d'idées. Donc j'étais vraiment dans mon monde. En fait, t'es vraiment dans ton monde, je pense, quand t'es dans un truc où tu crées des choses, tu te mets vraiment dans un monde. Et l'idée, c'est de voir des gens pour en sortir. Et c'est ça le gros problème de YouTube, et c'est d'ailleurs. Là où je m'étais renseigné aussi à côté, il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là, beaucoup de créateurs qui s'isolent vachement en fait, parce que ça demande beaucoup de temps et puis c'est toi, c'est ta créativité, donc c'est toi qui es tout seul. Soit après tu arrives à trouver quelqu'un avec qui tu fais tes vidéos avec, mais
souvent c'était tout seul en fait. Et genre moi pendant 4 mois c'était ça, et pendant une semaine je pouvais pas sortir du tout de chez moi. Parce que je travaille, tu vois, je faisais ça, enfin tu vois, je montais et tout. Et d'un autre côté, je n'avais pas l'impression, parce que je parlais avec plein de gens, tu vois, je parlais comme avec toi, je parlais avec tous les autres créateurs, je mettais en place des projets. Donc je n'avais pas l'impression d'être seul, tu vois. Ouais. Et quand je me suis dit, je dirais que d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, juillet et août, c'est vraiment les 2 mois où moi je prends une pause. Et parce que sinon, à force d'en faire une vidéo par semaine, bah forcément au bout d'un moment tu satures, tu sais, t'as plus trop d'inspi et tout. Donc moi vraiment, je garde juillet, août, pas de vidéo, rien, je bosse pas, je reprends qu'en septembre en fait, en gros. Et là, c'est là où je me suis pris une claque dans la gueule, c'est que je me suis arrivé le 1er juillet. Je fais quoi? J'ai personne. Je fais quoi? Tu vois, je me suis vraiment rendu compte que je m'étais vraiment isolé parce que les gens avec qui j'étais en contact pour travailler, bah, je travaillais plus avec eux jusqu'à juillet-août. Donc du coup, j'étais plus en contact avec personne, j'étais là tout seul chez moi. Et après, du coup, j'ai commencé à vraiment me remettre en question, à renouer le contact, enfin, du moins à m'ouvrir beaucoup plus aux autres. Et bon, là maintenant, c'est fini, même si des fois maintenant j'ai encore tendance à m'isoler, bah après forcément quand t'as les montages et tout, mais beaucoup moins. Mais c'est vrai que du moins ces 4 mois là, j'étais vraiment isolé de fou, vraiment, c'était un truc de fou. Tu délaissais la partie sociale pour la côté créativité. Voilà, et en plus tu te rends pas compte parce que comme tu disais, t'es en contact avec des gens constamment, donc du coup t'as pas l'impression d'être seul. Après, est-ce que c'est pas forcément le problème de YouTube en général, mais est-ce que c'est pas le problème de tout ce qui est réseau social, je pense, base, tu vois. Ouais, ça t'isole vachement, hein, ça c'est sûr. Hein, quand tu vois, hein, c'est souvent maintenant, des fois même entre nous, des fois chacun est assis sur un banc sur leur téléphone, et il y a personne qui parle. Et ouais, ça c'est le pire. C'est vrai que moi j'essaie de les sessions où chacun est sur son téléphone. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que maintenant j'essaie de faire vraiment gaffe, maintenant quasiment toutes mes notifications sont coupées, c'est vraiment quand moi je veux aller voir que j'y vais, mais sinon tu te fais bouffer. Et je pense que déjà les réseaux sociaux déjà de base te bouffent, et en plus quand tu fais des vidéos sur YouTube, voilà. C'est ce que Paul disait dans le précédent canal, puis il disait que le BMX c'était mieux avant sur le côté humain. Ouais, voilà, le côté humain, tout à fait, t'as bien raison. Qu'avant tout le monde se parlait tout le temps, alors qu'aujourd'hui, oui, tu peux. Enfin, c'est même plus. On va dire rare de voir une session où tout le monde est sur son téléphone entre deux tricks, quoi. Ouais, carrément, c'est ça. Et donc du coup, pour revenir à la question de base, t'as parlé t'avais lancé l'idée de collaboration. Est-ce que toi, celle que tu veux mettre en place, c'est déjà mis en place? Est-ce que tu as déjà des potentiels projets dont tu peux nous parler ou pas? Ou est-ce que c'est encore une idée qui reste entre guillemets utopique et qui reste très floue sur la mise en place? Ouais, c'est très flou. En fait, quand je dis collaboration, tout simplement voir des autres personnes. J'ai fait une vidéo d'ailleurs avec le collègue Corentin Triponnet. J'ai pu, le poteau Corentin. Pareil, j'avais vu, alors j'ai pas fait de vidéo, mais j'avais pu faire une session avec le collègue aussi Ben, qui gère la chaîne de Ben Rider. Voilà, j'ai pu voir, après il y a d'autres personnes que j'ai pu voir, j'ai pu mettre en place le rider Bock Ride, qui avait mis en place la carte Raymond Park, qui m'avait expliqué. Donc voilà. Donc tout ça, c'est ce que j'essaie. En fait, maintenant je rentre beaucoup plus en contact avec les créateurs. J'essaie maintenant de vraiment me donner les moyens de venir, de rencontrer les autres, parce que c'est super enrichissant. Moi, c'est ce que j'aime bien, tu vois. Ça fait bouger, puis ça fait apprendre des choses, ça fait rencontrer d'autres personnes, de voir d'autres. Enfin, tu vois, c'est. De voir comment chacun travaille, de voir aussi. C'est ça. Si on a tous quand même plus ou moins on a tous nos techniques, nos habitudes, on va dire nos sujets, on va dire de prédilection, tu vois. S'il y avait une collaboration ultime, on va dire, ce serait qui? C'est compliqué. Moi, je pense que j'aimerais vraiment faire des vidéos avec Harry Main. Je pense arriver à faire quelque chose avec Harry Main, ou même Ryan Taylor. Voilà. Donc ça, et en français du coup? En France, je pense que moi, l'objectif que j'aimerais bien faire, c'est de faire une vidéo avec tous les vidéastes dans le BMX français. Donc ça, vraiment, d'ailleurs, peut-être que s'il y en a qui regardent la vidéo, ce serait d'arriver du coup à faire quelque chose avec Benjamin au BM. Je pense rencontrer aussi les autres, les gars de chez Lennon, Greg Masson, Campno, Théo Gallo, ouais, on s'était dit, ouais, carrément. Voilà, tout ça, en fait, moi l'idée c'est vraiment j'aimerais vraiment limite faire entre guillemets un tour de France, parce que toutes ces personnes-là sont dans des endroits différents de la France. Et l'idée serait vraiment de rencontrer un peu tout le monde, en fait, d'apprendre un peu de tout ça et puis de réaliser des projets avec eux. Ouais, ça je pense que c'est mon objectif. J'ai pas vraiment de personne en particulier, parce que j'ai pas envie de me baser juste sur une personne, mais j'ai vraiment envie d'essayer de bouger. Après, les personnes de rêve avec qui j'aimerais vraiment faire un truc, c'est les Anglais. Et j'ai même pas une personne en particulier, ce serait limite des gars comme Harry Main, Ryan Taylor ou la BMX, tu vois. C'est les 3 personnes avec qui j'aimerais vraiment. Puis aux États-Unis, il y a Spencer Forsman, j'aimerais bien faire un truc avec lui. Tu penses quoi de votre caprod?
Ben, honnêtement, je trouve ce qu'il fait c'est bien. Moi j'aime bien ce qu'il fait et limite je m'inspire un peu de ce qu'il fait parce que déjà ce qu'il fait c'est qu'il diversifie. Il fait des vidéos de BMX et il fait aussi autre chose, tu vois. Alors après il fait moins de vidéos BMX, mais maintenant déjà il en fait plus en plus. Est-ce que tu trouves... Non mais la vraie question c'est surtout... Enfin, parce que du coup j'ai pas fini de la poser, parce que tu réponds. Mais est-ce que tu trouves qu'il amène des bonnes choses au BMX? Ouais. Est-ce que sa popularité entre guillemets peut... Enfin, ça a des aspects positifs. Carrément. Ah oui, il y a tellement de jeunes qui ont découvert le BMX juste grâce à ces vidéos, juste pour prendre en compte sa marque unique. Quand je suis allé à la street station. Il y a des gens qui justement n'aiment pas cette idée que de par sa popularité, il rend le BMX, on va dire, mainstream, tu vois. Ouais, alors oui, ça peut être aussi un problème, c'est que du coup ça peut motiver les jeunes à en faire juste pour la mode et pas vraiment être passionnés de ça, tu vois. En fait, il a permis de faire connaître le BMX à des gens qui savaient absolument pas ce que c'est, tu vois. Des gens ils disaient le BMX c'est quoi? Mais c'est le petit vélo qui roule, tu vois. Et là, en faisant connaître tout ça, il a vraiment permis à des gens à savoir, du moins à mettre une image sur ce que c'est, tu vois. Et juste ça, je trouve ça c'est bien, comme ça qu'il fasse connaître déjà le BMX de cette façon. Et comme je te disais, je suis allé à la street station quand j'ai vu la marque. Et ben t'avais plein de gens qui étaient allés au bol mais qui avaient rien à voir. C'est des étudiants qui s'en foutaient, enfin tu vois, qui avaient vraiment rien à voir et qui étaient devant un bol à regarder du BMX parce que ça les intéressait, parce qu'il y avait, bon forcément parce qu'il était là, mais parce qu'il y avait, voilà, il y a tout ce qu'il y avait à côté, tu vois, il y avait le BMX, ils s'étaient restés jusque le soir regarder la jam et tout sur le BMX, alors que de base pour la plupart, enfin, tu vois, c'était pas forcément leur truc. Et je pense que du coup il a fait vraiment connaître ça, avec sa notoriété, il a vraiment fait connaître le BMX et ce que c'est le BMX en France. Pour moi. Après, bien évidemment, ça peut motiver des jeunes, mais forcément, il y a des jeunes qui vont se penser, mais juste parce que lui il en fait, ils vont pas forcément aimer, forcément il y en aura. Est-ce que tu peux nous parler de Hockey? Ouais, Hockey, c'était mon premier partenariat. En fait, Hockey, c'était avant, je m'étais dit, je veux vraiment me faire sponsoriser. Je sais pas pourquoi, j'étais même pas forcément. C'était un objectif? Ouais, je voulais me faire sponsoriser par une marque. Et avant, sur Instagram, je commençais déjà à avoir un petit peu des abonnés, tu vois. Donc du coup, ok, je sais qu'ils regardaient beaucoup mes photos et tout, qu'ils aimaient bien. Donc du coup, je leur ai envoyé un message. Au culot, je leur ai dit, est-ce que vous voulez me sponsoriser, machin? Et ils m'ont dit oui. En fait, si tu veux, c'était plus un partenariat. En fait, si tu veux, j'avais un code promo que je faisais partager aux autres et des fois, ils m'envoyaient des vêtements, tu vois. Et après, d'ailleurs, c'est grâce à eux que je suis parti aussi en Angleterre. Tout simplement, parce que je me suis dit, ce sera mieux si je pars en Angleterre avec la marque. Le partenariat, j'avais un code promo, des fois ils me filaient des vêtements, et encore, souvent je devais les acheter, tu vois. Là, j'avais juste une grosse réduction dessus, et des fois ils m'envoyaient en plus des quelques vêtements, quelques goodies que je pouvais partager dans la vidéo, tu vois. Mais pour moi, j'étais content que c'était un partenariat, tout simplement. C'était une marque auquel je faisais de la pub, j'avais mon code promo, qui marchait très peu d'ailleurs. Mais ouais, maintenant que je vais lancer ma marque, ok, c'était vraiment l'exemple contraire de ce que je veux faire sur des t-shirts. Parce que là j'ai pas l'exemple, mais en fait si tu veux, ok, la plupart de leurs t-shirts c'est marqué ok 2013. C'est tout. Il n'y avait aucun motif derrière, il n'y avait aucun joli logo, c'était juste marqué ça et ça marchait. Et je me suis dit mais ça sert à rien de faire des t-shirts avec ça, tu vois. Donc du coup c'est comme ça que moi je me suis dit Parle-en nous de cette marque là. En exclu, parce que t'arrêtes pas de tout à l'heure, c'est toi qui dis ma marque. Ah oui, ma marque. Vas-y. Alors, je peux pas en parler. Si. Non, je peux dire des informations, donner des trucs, mais je peux pas vraiment parler. Déjà le nom, je peux pas le donner officiellement parce que le nom n'est pas déposé. J'avais une idée de nom qui était Steeride. Ça c'était l'idée de nom de base. C'était quoi l'idée de nom? L'idée de nom c'était Steeride à la base. Steeride. J'en ai parlé et là j'ai reçu des messages de plusieurs personnes qui avaient déjà, des gens qui avaient des entreprises ou quoi, et qui m'ont dit mais gros t'es con. Enfin ferme ta gueule. Enfin limite ils me disaient pas ça, mais ils me disaient juste arrête de ne le dis pas comme ça. Enfin, si quelqu'un te reprend, tu peux repartir à zéro en fait. Ouais. Si quelqu'un te reprend ton idée de nom, c'est fini. Donc moi j'attends vraiment, du coup j'ai vraiment retenu ce qu'on m'a dit et je me dis, et donc du coup le nom je le montre pas, comme le logo qui est en train de se mettre en place par un designer, je le montre pas. Mais là ça devient quelque chose de concret parce que je suis en train de mettre en place, du coup forcément il faut avoir sa société. Donc je suis en train de mettre en place des trucs tout con, je suis en train de mettre en place des comptes pro, compte bancaire pro, pareil, compte téléphone pro. Je suis vraiment en train de tout mettre en place comme si j'étais un entrepreneur en fait. Tu vois. Donc c'est là où pour moi ça devient vraiment concret, c'est que ça fait plusieurs temps que ça émerge dans ma tête et là maintenant je mets en place toute la partie un peu entreprise et chef d'entreprise parce que l'idée je pense ce serait faire ma marque de vêtements, mais l'idée serait vraiment d'évoluer et je veux pas juste m'arrêter sur des vêtements, tu vois. Okay. Mais pour moi les vêtements c'est un bon moyen de commencer, sachant que tous les sous qui iront sur la marque au début seront juste pour la chaîne YouTube, seront pour moi en fait, seront pour la chaîne YouTube en gros. Ce sera pas pour que j'aille m'acheter des pâtes à Leader Price, tu vois. Ce sera vraiment pour la chaîne YouTube, pour faire évoluer les projets, pour que je puisse faire des trips, tu vois, ça peut me financer un trip dans le sud, dans l'Europe perdue, tu vois.
Surtout que maintenant j'ai des contacts là-bas, donc je peux très bien aller rencontrer des gens en République tchèque, en Slovaquie, tu vois, il y a plein de problèmes. Donc l'idée ce serait vraiment que les fonds aillent financer la chaîne YouTube et les projets qui sont sur la chaîne YouTube, tu vois. Du coup tu vas commencer à quoi? T-shirt, casquette? Donc, je pense que ce sera t-shirt. Moi je vais faire une collection à chaque saison, donc là si ça se lance en janvier-février, je vais pas vendre des casquettes, je vais plus vendre des bonnets et un peu des choses chaudes, tu vois. Mais l'idée c'est vraiment de faire tout ce qui est haut, donc t-shirt, casquette, t-shirt un peu baseball à manches longues, je pense que ça c'est dans l'idée. Casquette je viens de le dire, bonnet. Tu travailles tout seul sur ce genre de truc? Ouais. Genre j'ai un designer, pareil je suis aidé par un autre organisme qui m'aide un petit peu au niveau du financement, parce que forcément tout ça ça a des coûts, donc ça il m'aide au niveau du financement, puis il m'aide du coup à mettre, tu vois, par exemple en ce moment c'est l'immatriculation de l'entreprise, je sais pas vraiment comment faire, donc il m'aide là-dessus, et puis pour le logo, parce que je veux vraiment faire quelque chose de pro, donc je travaille avec un designer actuellement. Voilà. Et donc elle se lance quand? Officiellement, je sais, j'ai pas de date, mais moi je vais tout faire pour la mettre en place en janvier. Pour que ce soit mis en place et calé en janvier. Janvier, ouais. Donc ça dans un mois et demi quoi. Dans un mois et demi. Après, j'ai pas de date précise parce qu'il peut se passer tellement de choses. Il suffit qu'en plus le fournisseur actuellement que j'ai, peut-être que ça va pas aller. Enfin, tu vois, je sais pas, j'ai pas encore testé les t-shirts. Moi, vraiment, je veux les tester pendant 2 semaines, 3 semaines, vraiment déjà juste pour voir comment sont les produits avant de les commercialiser. Donc, si jamais les produits sont pas de bonne qualité, il va falloir que je me retrouve un autre fournisseur, etc. Et là, ça va être du coup. Ça peut ralentir. Mais l'idée vraiment de base, moi l'objectif de base c'est de sortir ça en janvier. Donc dans un mois et demi. Et c'est une marque qui sera typée parc? Ce sera, non, la marque sera pas du tout, ça va, du coup ça reprend comme je disais votre cas, ce sera pas du tout une marque qui sera vraiment dissociée du BMX. Okay. C'est vraiment une marque qui sera dissociée de ma chaîne, c'est autre chose, c'est pas moi, c'est autre chose. Tu vois, je n'aime pas trop d'ailleurs il y a des créateurs qui le font, qui font leur marque avec le nom de leur propre chaîne. Boger il le fait, Adam Elzy il le fait, tout ça, si vraiment t'es un fanboy ça va, mais tu vois comme moi qui est une personne qui n'a pas forcément de notoriété du tout sur YouTube, bah, les gens n'ont pas forcément acheté mon prénom dessus, tu vois, il n'y a aucun intérêt. Donc l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de dissocié avec un logo, vraiment une marque en fait, tu vois, de mettre en place une marque avec un nom, des designs et que ça touche tout le monde. Moi l'idée déjà que je trouve, c'est que dans les t-shirts c'est un truc que j'adore et que je retrouve. On voit pas assez, c'est les motifs dans le dos. Moi je trouve qu'on voit beaucoup des t-shirts avec des motifs sur le devant, mais que pas assez dans le dos, et moi je trouve ça magnifique. Donc déjà tous les modèles seront avec un motif dans le dos. Et comme je disais, l'idée du logo, comme je disais au designer, l'idée du logo c'est vraiment limite t'as un tatouage dans le dos en fait, c'est vraiment un art en fait total. C'est dur à expliquer parce que je sais pas vraiment comment sera le logo maintenant, mais l'idée c'est vraiment faire un truc propre pour avoir un motif super sympa dans le dos. Et là je me dis tellement avec mon pouce ça fait mal. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un joli motif dans le dos, tu vois. Très bien. Et bah écoute, moi j'ai fait le tour, j'ai pas plus de choses à dire. Mot de la fin, je t'en prie. Et bah écoute, ça a été un plaisir d'être là, à Caen, de pouvoir te rencontrer, d'avoir pu faire la vidéo du projet. Le vlog actuellement que je suis en train de filmer, il sera dispo dans 2 semaines. 2 semaines? Ouais. De toute façon, la vidéo du vlog elle sera pas sortie quand le canap sera sorti. Voilà, parce que ce mec là est trop rapide, il sort les vidéos super vite, le mec il monte ultra vite, donc du coup il va trop vite. Donc du coup la vidéo du canap... c'est toi qui es trop lent. Non mais moi j'ai mon planning. Mais parce que moi j'ai pas de planning. Parce que lui justement voilà, l'avantage de là c'est que toi t'as pas de planning, donc du coup il peut sortir des vidéos quand il veut, il vous vos mères, et s'il veut sortir une vidéo ce soir... Mais arrête d'être vulgaire comme ça tout le temps, c'est pour la blague. Et s'il veut... Bah écoute, c'était un plaisir d'être là dans ce canapé, d'avoir pu te rencontrer, d'avoir pu faire des vidéos, voilà, de pouvoir découvrir un peu le nord de la France, une partie qui était encore... L'ouest. Et en fait, vous avez vu, premier canap dans mon canap. C'est ouf. Allez vous abonner à nos chaînes respectives, voilà. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur YouTube, sur la chaîne d'Antonin ou sur la mienne. Allez voir, allez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bon allez. Merci à tous d'avoir regardé, on se dit à la prochaine. Et puis sors, fais des projets, va fumer des potes, ciao.